Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nous allons passer à présent au point matinal pour le décryptage de l'actualité. Et déjà en studio, nous avons Constant Yawedou. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes directeur de la radio Planète. Et ce matin, nous allons donc discuter de cette question. Nous avons parlé de drogue depuis un certain temps. On est en train de dénicher les réseaux de circulation de drogue au Bénin. Cela a commencé donc par étonner un certain nombre de personnes. Je parlais tout à l'heure de transit frénétique de la drogue. Constant Yawedou, qu'est-ce qui se passe réellement? Une drogue, c'est un mouvement qui surprend un peu. Ça surprend un peu, mais au fait, ça ne doit pas trop surprendre parce que c'est un phénomène qui existe, c'est pas d'aujourd'hui, seulement que tel que le phénomène, par exemple, de cybercriminalité devenu d'actualité avec le développement du numérique. Et c'est comme ça que la drogue aussi est en train de se mettre à nu. Sinon, c'est un phénomène qui existe mais qui n'était pas connu de tous ou qui n'était pas à la portée de tous. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que quand ça il y a un mouvement d'entraînement. Il y a un mouvement d'entraînement parce que vous voyez, quand le phénomène de cybercriminalité a commencé, ça existait, mais ça ne se faisait pas. Il n'y avait pas les instruments pour vulgariser ça ou pour développer ça tel que ça a pris. Mais les jeunes ont commencé par voir certains aînés grandir du jour au lendemain et tout ça a commencé par leur monter à la tête et on a une génération de jeunes qui ont refusé de se prendre en charge et qui ont pensé que c'est un phénomène qui peut marcher tout le temps. Mais de la même manière, le mouvement est en train de prendre aussi du côté de la drogue. Tout le monde a pensé que on peut le faire parce qu'on a commencé par découvrir que ça existe et que ça se fait. Donc tout le monde pense que bon, ça c'est devenu filière que tout le monde peut aborder et ça a commencé par développer le phénomène. Mais de la même manière que le phénomène se développe, le mouvement contraire est en train de se produire. Le mouvement contraire est en train de se produire parce que les nouvelles technologies aidant, les structures chargées du démantèlement de ces réseaux sont aussi outillées pour mettre à nu ces réseaux de trafic de drogue. Donc c'est pour ça qu'on a comme impression que c'est le Bénin, c'est pas le Bénin seul, mais c'est parce que le Bénin n'est pas en train de se laisser faire que on a commencé par constater ces traques-là. Oui. C'est ça qui donne ce résultat-là. Ce résultat, parce que parce qu'il ne faut pas aussi occulter un aspect. Le phénomène est très développé aussi dans nos villes et campagnes, dans nos villages et campagnes. Et puisque quand on parle de drogue, il y a plusieurs types de drogue. C'est pas ce qui se prend dans les rails, dans les ghettos chez nous. C'est pas de ça qu'on parle quand il faut se servir des moyens aériens pour le transport. Donc, mais le phénomène se développe aussi réellement quand vous êtes fréquent dans les villages. Dans nos villages, c'est là que vous allez comprendre. Vous allez dans des champs, vous voyez du maïs, vous voyez du coton, mais derrière, il y a la culture du chanvre indien. Ah bon? Ah oui, rapprochez-vous des agents de sécurité
qui ont opéré dans les villages, ils vont vous informer. C'est ça, aujourd'hui, le phénomène se développe à différentes échelles. À différentes échelles. Donc, c'est tout ça là, mis ensemble, on doit pouvoir se dire qu'il faut forcément mettre en place un dispositif sérieux parce que ça détruit. Vous voyez les jeunes, beaucoup de jeunes dans la rue, ils sont pas fous. Quand vous voyez un fou, celui qui est malade de la folie, mais c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un dont vous avez même de l'estime pour lui. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est malade, qui est possédé parce que à cause de la consommation de ces drogues-là, des produits psychotropes, vous sentez tout de suite que celui-là, il n'est pas malade. Mais il s'est rendu malade. Vous voyez. Donc, on sent. Dès qu'on voit, on se dit non, celui-là, ça, c'est pas la folie, puisque la folie existait. Mais quand on voit ceux qui se sont rendus malades par la consommation des produits psychotropes, on le sent tout de suite. Et ça évolue à une allure qui inquiète. Constance, si vous permettez, ce phénomène, c'est vrai, ce que vous êtes en train de décrire, on l'a souvent remarqué dans notre société, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la question du transit de la drogue. Et certaines personnes qui disent que, tel que vous aussi vous l'estimez, que ce n'est pas nouveau en République du Bénin. D'ailleurs, dans un post publié par Distel à Moussou, il disait que je ne peux même banaliser en disant qu'il n'y a point péril en la demeure. Les nouvelles données sont plutôt la présence et la forte implication des réseaux sociaux, puis l'avènement de l'important outil de lutte qu'elle a criette, parce que c'est de fortes quantités. On est même allé donc faire la découverte tout récemment de tonnes, 2,5 tonnes de cocaïne en République du Bénin. Et vous voyez un peu, quand on entend cela, ça sort de l'entendement. On se demande, est-ce que c'est sous l'actuel régime? Puisque selon certaines personnes, on veut coller cette image-là à l'actuel régime Constant Yawedeo. Et donc, vous, comment vous voyez cette chose-là? Non, on ne peut pas coller cette facilité au régime actuel. Il faut dire tout simplement que c'est un phénomène qui est de passage, qui est en train d'évoluer et qui va continuer par évoluer. Je vous l'ai dit, avant, on n'est pas... permettez-moi l'expression, Gaiman qui veut, et ça existait. Mais c'est avec les réseaux sociaux que ça s'est développé, mais c'est avec les mêmes réseaux sociaux qu'on est en train de... Bon, donc ça a permis de constater l'évolution de la chose. Mais chaque régime avec ses difficultés. Chaque régime avec ses difficultés. Nous avons vu, avant qu'on ne parle de la criette, on a vu les autres régimes découvrir, arrêter de la drogue. Mais avec les moyens qu'ils ont et l'échelle, compte tenu de l'échelle du trafic. Mais aujourd'hui, avec l'ampleur que le phénomène a pris, le régime actuel est contraint de mettre les moyens qu'il faut pour le faire. Donc, si c'est quelque chose qui est banalisé ou collé au régime, on ne serait pas en train d'arrêter tout ça. Tu ne peux pas organiser toi-même te livrer en pâture. Te livrer en pâture, c'est pas possible. Donc, l'actuel régime est contraint de faire face au phénomène parce que c'est un phénomène qui n'est pas autorisé. Et l'État a pris ses responsabilités et doit prendre ses responsabilités. Donc, prochainement, si on ne sait pas faire, le régime là va passer, un autre régime va arriver, et on ne parlera pas de 2 tonnes, on parlera de 20 tonnes. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va encore coller ça à l'autre régime. Donc, la criminalité évolue au rythme du développement. Et les mesures pour contenir tout ça aussi évoluent
au niveau des pouvoirs publics. Évolue au niveau des pouvoirs publics. Entre-temps, notre confrère Félicien Fayon nous a rejoint en studio. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour, bienvenue. Nous vous souhaitons bonne arrivée. C'est vrai que nous savons que votre agenda est très chargé, mais nous n'allons pas nous empêcher donc de vous prendre au moins 52 bonnes minutes les mercredis. Et d'abord, merci de sacrifier un peu. Voilà, et donc de sacrifier un peu de votre temps pour décrypter donc l'actualité sur notre chaîne radio commune, il faut le préciser, donc la radio Océan, la 88.6. Nous étions en train donc de parler de ce transit de drogue qui est devenu pratiquement frénétique en République du Bénin. Certaines personnes collent l'image à l'actuel gouvernement. Il y a Constant Yaouidéou qui a parlé tout à l'heure de l'évolution de la criminalité. Félicien Fayon. Ouais, vous savez, le problème lié à la drogue et ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est exactement comme si la police décide aujourd'hui, par exemple, d'interpeller les propriétaires de motos sans immatriculation. Il y en a plein dans la ville. On n'en voit pratiquement pas, hein. Elles nous dépassent, même sans plaque, mais on ne fait pas attention. Mais c'est lorsque la police prend la décision d'interpeller toutes les motos qui ne sont pas immatriculées, que vous verrez qu'il y en a de milliers. Et on va se dire, mais il y a encore des gens, des têtus dans ce pays-là qui n'ont pas fait immatriculer leur moto. Et on va dire, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Vous allez voir, il y aura un attroupement un peu partout. Et donc, nous sommes en communication. Ce qui se passe actuellement, c'est une action de communication au niveau donc, de la justice, au niveau donc, de la police. Et c'est aussi une mesure dissuasive. D'accord? C'est vrai que ça vient s'ajouter à la volonté du gouvernement de finir avec ce phénomène-là. Mais ce n'est pas pour dire que ces derniers temps-ci, le trafic s'est accru au point où le Bénin serait devenu une plaque tournante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui se passe au Bénin, mais dans les autres pays aussi, il y en a. Si le Burkina décide aussi de mener la guerre, d'intensifier la guerre contre le trafic de cocaïne, vous allez voir que ça serait pire que chez nous. Et donc, c'est parce que le gouvernement a pris la décision de finir avec ça. Tout comme on en avait fait pour les faux médicaments. Il y en avait, ça circulait, malgré les communiqués, malgré les sensibilisations, ça circulait, c'était prohibé depuis. C'est pas une nouvelle loi qui est venue interdire la vente et la circulation des faux médicaments, non. C'est juste parce que le gouvernement a dit, bon, maintenant, il faut qu'on en finisse une fois pour de bon. Je pense que c'est tellement la même décision qui a été prise cette fois-ci. Et donc, ils ont corsé les mesures de contrôle. Ils ont corsé tout ça. Et donc, désormais, c'est que quand on dit que vous circulez, on vous fouille dans ce sens. Et quand on en trouve, il n'y a rien à faire. Le gouvernement pouvait dissimuler tout ça. On peut interpeller, ne pas en faire cas. Moi, je me rappelle dans ce pays que, je crois qu'il y a environ 10 ans, un policier en poste à l'aéroport international de Cotonou a interpellé une personnalité avec une valise remplie d'argent et de produits prohibés. Le policier, quand il l'a dit, il a dénoncé et que la presse en a eu vent et en a fait cas, le policier a été sauté de son, il a été relevé de son poste en même temps. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que dans ce même pays, il y a environ 10 ans, le policier a été relevé de son poste en même temps. Mais aujourd'hui, c'est que vous qui interpellez, on vous encourage d'ailleurs. Ça veut dire que c'est une volonté politique qui est en train de se manifester. Donc, que les gens ne croient pas que le Bénin est devenu une plaque tournante, non. Ça se passe un peu partout dans le monde, mais le Bénin a plutôt décidé, à mon avis, de finir une fois pour de bon avec le trafic de cocaïne. Et donc, pratiquement, c'est une question de transparence et de clarté dans la répression de cette infraction. C'est bien cela. Une question de transparence. C'est pour ça que quand on interpelle, sinon 2 tonnes, ça a été évalué. C'est lorsque les gens ont dit, après 2000 milliards, oui. Mais ça a été interpellé, ils ont incinéré la fois dernière. Et on a vu. Mais si un pays voulait vraiment protéger cela, il suffit de laisser passer celui qui l'avait. Ça, oui, parce que quand on parle de blanchiment d'argent, quand on laisse des gens s'enrichir illicitement dans un pays, ailleurs ça contribue au développement du pays. Le Bénin pouvait fermer les yeux, c'est pas que le Bénin a décidé
de ne plus laisser... Et donc, ceux qui essaient donc de cataloguer le Bénin en considérant le pays comme si nous sommes en Colombie, vous connaissez bien l'histoire, ou bien c'est comme si il y a la naissance au Bénin de Pablo Escobar Gaviria aussi, en matière de blanchiment de capitaux et qui passe par cette affaire de drogue. Et voilà que vos précisions, chers invités, vous avez démontré par A plus B que le Bénin est en train de jouer donc dans la transparence. Ce n'était pas ce qui se passait par le passé, mais la question qui se pose, c'est comme si il y a une rivalité d'informations. On constate dans un premier temps, Distel l'a relevé dans son écrit, que les réseaux sociaux qui mettent l'information sans une certaine explication conséquente, il faudrait préciser. Et d'un autre côté, il y a le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui vient maintenant donner les précisions nécessaires. Est-ce que dorénavant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir donc attirer les effets des réseaux sociaux en la matière? Nous sommes dans la guerre de communication et on ne peut plus aujourd'hui s'en passer. Ce qu'il faut faire avec et trouver la formule qu'il faut pour non plus, dans le cas échéant, animer des polémiques. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours, eux, ils sont prêts à animer les polémiques. C'est là leur congénital ou bien quoi? Non, même pas. Ça fait partie aussi de l'animation de la vie sociale, de la vie politique aussi et tout. On ne peut pas le leur refuser parce que les instruments le leur permettent. Mais il faut qu'ils sachent aussi qu'ils ont des limites dans ce qu'ils font. On peut se poser des questions, mais on ne peut pas animer des polémiques qui vont plus tard peut-être créer d'autres situations qui seraient regrettables pour notre pays. C'est pour ça que le travail qui se fait à la Criette, c'est bon. Sans vouloir se livrer à leur jeu, il faut quand même qu'à des niveaux donnés, ça reste clair et ferme. Ça reste clair et ferme. Et tel que vous le disiez tantôt, il y a ce poste-là, toujours de notre confrère, qui nous sert un peu de compas gyroscopique. Il faudrait préciser qu'il nous sert de référence ce matin pour pouvoir suivre un peu la question. Il parle de la délicatesse de la communication autour d'un dossier en instruction peut permettre à des chapelles d'intrusion et manipulatrices de prendre de l'avance sur les règles de la matière et paraître détentrices de l'espoir de la vérité. Et des faux, hier, le pire se passait aussi bien en plein jour que dans la nuit noire. Pas des puis dit bon, c'était l'ère de l'impunité, la période de la gouvernance des copains et coquins tout à l'heure. Vous l'avez précisé qu'il y a de cela 10 ans, c'était totalement de la catastrophe, c'était une calamité qui ne dit pas son nom, mais aujourd'hui, c'est que les informations qui sont données sur les réseaux sociaux viennent donc plomber tout l'effort et donnent une haute image à la répression de cette infraction. Félicien Fayon. Chacun joue son rôle. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont des médias chauds qui fonctionnent donc dans l'instantanéité, et sans aucun traitement, sans aucune vérification, sans aucune précision. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. On ne peut plus s'en passer. On ne peut rien faire pour les contrôler aujourd'hui. C'est pas possible. Et donc, c'est toujours bon qu'on laisse les réseaux sociaux faire leur boulot. Les journaux, qui sont des organes donc, qui existent légalement, viendront compléter. Et puis ensuite, maintenant, les autorités viendront pour les précisions nécessaires. Les consommateurs d'informations savent désormais, d'accord, à qui ou à quoi se fier. Ça, c'est clair. Les réseaux sociaux font diffuser les informations, mais les consommateurs savent qu'il faut toujours attendre soit la confirmation d'un journal, d'accord, d'un média en ligne, ou alors la confirmation faite par une autorité compétente. C'est pour cela que les sorties du procureur sont toujours nécessaires pour venir donner des précisions. Et habituellement, les déclarations du procureur donnent des précisions plutôt
qui vont au-delà de ce que les autres ont dit. Parce que lui détient des informations que nous on n'a pas, que les médias n'ont pas. D'ailleurs, le code de procédure pénale lui donne quitus que dans ces cas de situation, pour que les gens ne travestissent pas l'information, il faudrait qu'il fasse des précisions. Et donc, c'est ce qu'il fait habituellement. Il peut sortir 10 jours après, mais on s'en tient habituellement à ses propos parce que c'est lui l'autorité. Alors, je vais vous poser une question d'intérêt. Une question d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important, avec tout ce que nous avons, avec cette criette qui a sincèrement assez de boulot, il ne faut pas le nier, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ait un service ou bien une cellule de communication pour la criette? Je pose la question. Il y a un service de communication qui s'occupe donc de la criette, mais pas de la criette spécifiquement, parce qu'au niveau de la justice, il y a un service communication qui coordonne les actions de communication au niveau des différentes juridictions. Donc ce service communication est bien compétent pour faire le boulot, et c'est d'ailleurs ce service qui organise, qui coordonne régulièrement les activités de communication de ces juridictions. Mais, la criette est devenue pratiquement une grande institution. C'est une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est déjà c'est large comme compétence. Est-ce qu'on ne va pas au nom de cela donc attribuer spécifiquement, pour que au fur et à mesure que les informations viennent sur la place publique, qu'il ait déjà des éclaircissements, qu'on ne laisse pas la population dans cette désinformation ou bien dans l'intox, et que 10 jours après que le procureur vient, mais quand il vient, et pour voir son langage est purement juridique et judiciaire. Le problème, c'est que s'il tient à venir ou bien s'il tient à aller au rythme des réseaux sociaux, il va peut-être échouer, parce que tant qu'il n'a pas de précisions, il ne va pas parler. La justice, c'est comme ça. Vous savez, les gens sont sereins là-bas. Vous pouvez bavarder, vous pouvez tout dire. Ils prennent tout le temps. Tant qu'ils n'ont pas les précisions qu'il faut, ils n'ouvrent pas leur bouche, ils ne vont rien dire, ils vont vous regarder. Et de toute façon, c'est eux qui jugent. D'accord, merci, chers confrères. Ce que je disais tout à l'heure, pour dire que le procureur ne peut pas tout le temps sortir. Il ne peut pas faire leur jeu. Dès qu'il va se lancer dans ce jeu-là, il va se fragiliser. L'autre chose aussi, c'est que nous sommes avec la justice. On ne peut pas laisser tout le monde manipuler les informations de la justice. Voilà. C'est pour ça que même s'il y a une cellule de communication, la cellule de communication est limitée, parce que nous sommes dans le domaine de la justice où les virgules ont leur sens. Les précisions ont leur importance. Les accents ont leur importance. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Il y a une polémique ambiante, il faudrait préciser. D'ailleurs, à la manchette du quotidien Le Matinal, le défi d'une génération, et on peut lire regroupement des forces politiques, polémiques autour du mariage BR-UDBN. Félicien Fagnon, de quoi s'agit-il réellement depuis un certain temps avec cette union? Si nous lisons l'honorable Gérard Agbenonchi, l'UDBN existera toujours. Or, pour certaines personnes, l'UDBN va disparaître. Par exemple, pour Aboudaï Gounou, cette intégration partisane de plusieurs partis va continuer. Bena Lani d'abord dit, je me disais que l'UDBN n'avait pas d'avenir. Chida Saïzano, c'est le chemin que j'avais en vain suggéré. En fait, le dossier UDBN, il faut que les gens comprennent que l'UDBN est un parti qui est légalement constitué, d'accord, qui existe et qui respecte donc les règles en matière qui respecte la charte des partis politiques, qui a toutes ces instances et qui fonctionne très bien. Malheureusement, depuis que nous avons entamé une réforme au niveau du système partisan, ce parti qui a fait des efforts, d'accord, de prendre part à des élections n'a pas pu avoir d'élus. Et certainement, après analyse, et certainement suite à des décisions ou bien des changements de position de la présidente qui n'est plus aujourd'hui à la tête du parti, je veux parler donc de Mme Claudine Prudencio. Le parti n'a même pas de président d'ailleurs. Et donc suite à tout cela, le parti a compris que pour être plus fort, d'accord, pour être sûr de la promotion de leur cadre, pour être sûr d'atteindre leurs objectifs, le parti a dû analyser et a décidé donc d'aller désormais avec le bloc républicain. Alors, c'est une décision qui paraît un peu ambiguë, parce que ça vient du parti que ça paraît ambigu. Sinon, en réalité, en de pareilles circonstances, c'est que le parti devait d'abord dire, bon, nous n'existons plus, essaye donc de faire une dissolution. D'accord? On doit faire un congrès pour dissoudre le parti. Puis ensuite, la présidente qui était là, la présidente d'honneur qui est là, elle doit maintenant appeler tous les anciens militants de l'UDBN à aller adhérer
au BR, au bloc républicain. En fait, ça devait être ça la pratique. Ça devait être ce qui est recommandé d'ailleurs par les tests, parce que les tests ne permettent plus les alliances. Les tests ne permettent plus en quelque sorte la cohabitation contractuelle entre des partis politiques. Les tests ne permettent plus, je ne sais pas, les tests ne permettent même pas la fusion. Puisqu'on parle de fusion. Voilà. On va revenir sur cette question-là tout à l'heure. Oui, tout ça, ce n'est pas prévu par les tests. Les tests permettent simplement l'adhésion à un parti politique. L'adhésion. Et les tests vont jusqu'à préciser que l'adhésion à un parti politique est individuelle. Il n'y a pas d'adhésion collective. Vous pouvez faire une déclaration, d'accord, pour dire que nous adhérons à l'UDBN. Mais pour y aller formellement, vous devez y aller chacun individuellement. Ce qu'on a vu... ce sont des actions de communication qui, juridiquement, n'ont aucun effet. Ce sont des actions de communication. Aussi bien le congrès de l'UDBN, d'accord? Le congrès de l'UDBN aurait de portée juridique si et seulement si le congrès avait mentionné dans son communiqué final qu'à partir d'aujourd'hui, le congrès dissout l'UDBN. L'UDBN n'existe plus. Si cette mention avait été faite, je pense que ce congrès aurait peut-être une portée juridique. Et c'est là peut-être que la présidente nationale n'a pas pu dire à partir d'aujourd'hui. Je vous demande, d'accord, d'aller faire les formalités pour adhérer au bloc républicain que nous jugeons très bon. Vous m'avez suivi, vous étiez avec nous, mais nos idéaux sont épousés par ce même parti. Allez là-bas. C'est ce qui devait être fait. Même la signature, les signatures de documents, tout ce qu'on a vu là, ça n'a aucune valeur juridique. Vous parlez il ne doit pas avoir de contrat entre deux partis. D'un folklore pour pouvoir donc montrer... Ce serait comme si, on se moque d'eux. Mais c'est pour dire que ce qu'ils ont fait n'a aucune portée juridique. Ça n'a aucune portée juridique, le dit si bien Félicien Fagnon ce matin sur l'émission Océan Actu. Constant Yawedeu, voilà l'explication et le développement de Félicien Fagnon. Voilà l'honorable Vira Agbenochi, du moins je voudrais dire, qui dit que l'UDBN existera toujours. Il y a un flou là qui s'entretient. Oui, il veut dire tout simplement que quand les membres de l'UDBN seront au BR, tel qu'ils l'ont fait, que ce n'est pas qu'on va les considérer comme des partisans qui ne sont pas venus apporter quelque chose de capital au BR. Parce que c'est un parti régulièrement enregistré qui a participé à des échéances électorales, donc il y a un capital. Et ce capital-là, c'est l'investissement dans la mobilisation des femmes et des jeunes. C'est ce que j'ai apprécié un peu à l'UDBN. L'UDBN ne s'est pas lancé comme parti, venez, non. Et l'objectif était clair. Donc il y a des gens qui se sont lancés dans le parti, venez. Oui, c'est comme ça que c'est des clubs, mais sans boussole, parce qu'il y a élection, on n'a qu'à y aller pour voir si on peut faire quelque chose. J'espère que vous n'allez pas nous dire de suivre votre regard dans ce que vous dites. Non, pas du tout, parce qu'on a vu. Ça a été très clair sur tout. Et l'UDBN disait que c'était pour apporter beaucoup de femmes. La chose, on n'a pas besoin d'une loi pour avoir la quantité de femmes qu'on veut. À l'Assemblée, c'est la détermination des femmes qui vont faire leur nombre. Et c'est cette lutte-là que l'UDBN a menée. Et si jamais on les avait suivis, les femmes se faisaient confiance. C'est ça qui est dommage. Et que elles ont décidé de suivre la vision de l'UDBN. On aura plus de députés et femmes que hommes, on n'aura plus d'élus. Ici, on ne comprend pas pratiquement ce qui s'est passé. C'est comme s'il y a un acte réel et un acte simulé. Quand vous prenez les explications de Félicien Fagnon, il dit selon les tests, en principe, on ne peut pas donc aller à une fusion. Il faut d'abord la dissolution d'un parti politique et c'est les membres, c'est l'individu qui adhère à un parti politique. Mais ce qui a été fait, on ne sait pas. On ne connaît pas les clauses. Les clauses ne sont pas encore mises à nu. On ne sait pas encore. C'est entre eux. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas exposé les clauses. Mais c'est tout comme si on a vendu un paquet qui devrait être vendu en détail. Vous voyez, donc c'est ce que disait Félicien tout à l'heure.
Donc, chacun devrait aller librement et individuellement. Mais c'est tout comme si on a imposé aux membres de l'UDBN d'aller forcément. C'est ce que cette fusion, si on doit faire une interprétation juridique, c'est ce qui s'est passé. On les a obligés à aller, alors qu'ils devaient aller librement. C'est ce que Félicien expliquait. Donc, c'est peut-être pour ça que la portée juridique n'a pas été très confirmée, pour dire tout simplement que l'UDBN a voulu disparaître, mais les convictions vont beaucoup plus vers les idéaux du BR, donc de façon formalitaire, c'est vers le BR que nous souhaitons y aller, mais après, c'est chacun qui doit pouvoir adhérer, adhérer pour rester conforme au test, parce que c'est les tests qui l'exigent. Il y a, quand vous prenez donc le nom de ces deux partis politiques, Bloc républicain, UDBN, on parle de démocratie, les autres sont des démocrates et les républicains, mais est-ce que dans une république, l'idéologie républicaine et l'idéologie des démocrates pourraient donc se mettre ensemble? Est-ce que c'est pas une alliance de contre nature, Félicien Fayon? Oh, je ne dirais pas que c'est une alliance de contre nature, parce que même si les principes à 100% ne convergent pas, d'accord, vers le même objectif, si il y a la plupart, d'accord, des objectifs poursuivis qui convergent vers le même sens, je pense que le problème ne se pose pas. Mais ce qui, moi, me dérange toujours, c'est cohabitation entre deux partis politiques. C'est que la communication. L'UDBN n'a plus d'idéologie du moment où elle n'existe plus et elle pense qu'elle disparaît. Vous dites que l'UDBN n'existera plus. Il y a l'honorable Gérard Benoît a dit existera toujours tant qu'il, enfin c'est pas ces propos disent ceci, l'UDBN existera toujours tant qu'il n'y aura pas un congrès de dissolution. C'est ce que l'honorable Gérard Benoît a dit. Voilà. Parce que la cohabitation, elle pose problème. Suivez ce que Yahweh Deou a dit lors de la signature du contrat. Là encore, le problème se pose. Quel contrat? Yahweh Deou qui dit... L'honorable Yahweh Deou. Voilà, faudrait pas qu'il y ait une confusion. Il y a constat Yahweh Deou. Qui a dit ceci? Il dit deux partis politiques. Il dit les deux partis politiques ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une application effective et intégrale des clauses de l'accord de mise ensemble. Quelle clause peut-il y avoir entre deux partis politiques si ce n'est peut-être pas, d'accord, de soutenir une même personne, mais chacun avec ses instances. On a vu Mouel Béné et l'Union progressiste se mettre ensemble pour aller aux élections communales. Oui. Puis vous avez vu, et il y avait des clauses. Et aussitôt fini, il y a eu séparation. Alors, si aujourd'hui on nous parle de clause entre UDBN et BS, ça dit que l'UDBN continue d'exister toujours. Parce qu'il ne peut pas avoir de contrat entre deux partis tant qu'on annonce la mort d'une autre partie. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contrat en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Même quand on parle de mariage, le mariage n'est pas une fusion. Quand on parle de mariage, il y a une femme et il y a un homme. Enfin, c'est un couple en fait. Oui. Et donc, lorsque vous parlez de couple, c'est que ça fait deux personnes. Et donc, quand on parle de mariage ici... Vous dire, les religieux vont vous dire qu'ils sont devenus un. Non, mais ils sont devenus un en esprit, pas en chair. Ils sont devenus un en esprit, c'est-à-dire en termes de vision. D'accord? Mais en chair, il y a la femme et il y a l'homme. Ça veut dire que quoi? Juridiquement, il y a l'UDBN et il y a aussi le Bloc républicain. Toujours qui existe. Mais en fait... ils convergent, leurs actions convergent vers le même objectif désormais. Ce qui signifie que l'UDBN est en place avec ses instances. Toujours et toujours. Mais cette manière, cette forme de cohabitation n'est pas prévue par les tests. Donc, il y a toujours un problème là. De cohabitation n'est pas prévue par les tests. Et Gérard Benoît a été clair quand il dit ça. Il dit aucun test, aucun délai n'est prescrit par les tests pour que les partis cohabitent. Et aucun test ne prévoit même cette forme, d'accord, de fusion. Il a été clair. Mais pourquoi tant de communication autour de ce, je dirais, mise ensemble entre l'UDBN et puis le Bloc républicain, quand on sait réellement que dans les tests, il n'y a pas cette autorisation, il n'y a pas, c'est-à-dire, on n'a pas droit donc de se mettre ensemble de la sorte. Pourquoi ne pas
s'afficher clairement, montrer donc à la population, aux citoyens béninois, et pourquoi pas aussi aux militants de l'UDBN quand on parle de congrès. Est-ce que c'est un véritable congrès ou un congrès simulé pour montrer donc que nous allons donc faire donc notre alliance avec l'autre parti, le bloc républicain. Et qu'est-ce que nous réserve alors les autres jours, Constant Yawelou? Tel que Félicien l'a dit tout à l'heure, le congrès de dissolution de l'UDBN n'est pas en réalité un congrès de dissolution, mais un congrès de réorientation des objectifs de l'UDBN ou de comportements directifs de l'UDBN. Parce que, en principe, si la dissolution est consommée, c'est là qu'on devrait pouvoir demander aux militants d'aller librement adhérer au BR et non que l'UDBN adhère au BR. Que les militants iront adhérer au bloc républicain, mais ici maintenant on voit c'est la coquille qui est en train d'adhérer, mais est-ce que l'intérieur, ça va... Et un problème d'idéologie se pose à ce niveau, ce qui prouve que tout le monde n'irait pas forcément adhérer au BR, même si ça se passe ainsi. Déjà, à la veille, on a vu un certain nombre de démissions de l'UDBN et c'était pas des moindres. C'était des militants de première de l'UDBN qui sont partis. Donc, tout ça là prouve que le fait d'amener en bloc l'UDBN va causer forcément un peu de problèmes et les réserves qu'il y avait dans la déclaration, dans le communiqué final, prouve que il y a beaucoup d'aménagements à faire pour formaliser tout ce que nous sommes en train de dire. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes en politique. Nous sommes en politique et le BA est obligé de communiquer comme ça pour que d'autres partis ne viennent pas taper dans la fourmilière. Parce que c'est la récupération des militants qui est le jeu politique. Donc, à partir du moment où le parti UDBN est en train de s'éclater comme ça, beaucoup peuvent aller puiser dedans. Donc, il faut pouvoir contenir. Donc, c'est une action de communication pour jouer sur la psychologie des membres, pour pouvoir les contenir, pour que l'essentiel puisse aller vers le bloc républicain. Donc, parce que l'adhésion est libre. Donc le parti est en train de suivre les conseils psychologiques de son psychologue. Absolument. Il faut le dire. Nous allons passer donc au dernier sujet. Apparemment, le sérieux du Bénin paye au niveau des Nations Unies avec son élection avec brio au Conseil des droits de l'homme. Oui, effectivement, nous avons eu une information en fin de semaine dernière. Le Bénin, effectivement, a postulé avec succès et siégera désormais au Conseil donc, des droits de l'homme de l'ONU. C'est une information qui a surpris beaucoup de personnes. Vous savez, parce que parce que les gens ont une manière d'apprécier le traitement que fait le Bénin des droits de l'homme. Alors que il y a des indices que les techniciens utilisent. Il y a des indicateurs qui leur permettent de voir si les droits de l'homme sont respectés et pour voir si ce pays est effectivement éligible. Ce que tout le monde n'a pas. Les gens pensent que, parce qu'il y a eu des lois électorales qui n'ont pas permis à certaines personnes d'aller aux élections, parce qu'on a connu des élections remplies de tensions, parce qu'il y a des gens qui sont en prison, d'accord, pour avoir peut-être outragé certaines personnalités, et donc parce qu'il y a eu tout ça, et donc au Bénin, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Oubliant que tout ce qui se fait l'est, d'accord, en respect à la législation en vigueur. Et tant que c'est la législation qui est respectée, les droits de l'homme ne sont pas bafoués. Donc les gens ont oublié cet aspect-là. C'est vrai que ça a été surpris puisque ça intervient un peu un an après. La suppression du Bénin par l'OFPRA
de la liste des pays sûrs. Vous vous rappelez bien que l'OEFRA avait sorti le Bénin et a estimé qu'au Bénin, le Bénin n'est plus une destination sûre et donc les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y a beaucoup de réfugiés, il y a il y avait eu ça dans ce pays. Et donc, si un an après, l'ONU, d'accord, le Conseil de l'ONU élit le Bénin, ça veut dire que ceux qui critiquaient ce pays-là n'avaient pas du tout raison. Le Bénin est quand même un pays où il y a, vous avez vu Amnesty International qui travaille librement. Oui. Vous avez vu, le Bénin a mis en place la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, et qui fonctionne très bien, et qui a une liberté de fonctionnement. Et donc, lorsque vous voyez tout ça, pourquoi est-ce qu'on peut penser que les droits de l'homme sont piétinés? De toutes les façons, nous avons l'instance supérieure d'ailleurs, qui vient donc de confirmer qu'au Bénin, les droits de l'homme ne sont pas autant piétinés. Apparemment, Constant Yaouidou, c'est comme s'il y a les inventeurs du baromètre des droits de l'homme. Non, c'est une question d'ignorance purement et simplement. Il faut savoir exactement comment les choses s'apprécient. Il faut forcément qu'on aille un peu à ces genres d'informations qui feront de l'éducation pour les populations. Donc c'est parce que nous manquons, même les intellectuels à des niveaux donnés, nous manquons de formation et d'information et de formation que nous apprécions et on combine. Information et de formation. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette émission de ce mercredi 20 octobre 2021. Nous avons discuté de cette affaire de transit frénétique de la drogue au Bénin, aussi de la polémique ambiante sur la fusion BN-UDBN et enfin le sérieux du Bénin qui lui a valu le poste de Conseil des droits de l'homme, de siéger au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir à la présentation. Bienvenue à Bassaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.